Donc, comme d'habitude, je vous propose de commencer par une introduction sur le thème que philosopher, c'est apprendre à mourir, hein. Donc, comme j'ai mis dans la consigne, c'est un thème qui est assez récurrent dans l'histoire de la philosophie. On le trouve chez Montaigne, on le trouve chez les stoïciens, puis au départ, on le trouve donc en particulier dans un dialogue de Platon qui s'intitule Phédon. Ah, voilà Blandine qui arrive. Qui s'intitule Phédon. Alors dans ce dialogue, eh bien ça se passe après le procès de Socrate. Il est donc condamné à boire la ciguë. Il a accepté de la boire et donc ce dialogue raconte la dernière journée de Socrate. Il y a ses amis qui sont autour de lui et ce qui est frappant, c'est qu'il est particulièrement paisible. En tout cas, c'est comme ça que Platon le raconte. Donc voilà l'origine de cette idée que philosopher, c'est apprendre à mourir, qui nous vient du Phédon. Alors on peut déjà considérer, donc là je vais parler de façon plus générale sur ce que ça peut vouloir dire apprendre à mourir. Je vous propose quelques hypothèses. Alors, on peut considérer que la vie, c'est une sorte de flux qui habite chacun de nous et la mort arrive comme une interruption de ce flux, de ce courant qui nous habite. Et notre existence quotidienne, elle est marquée par ce flux, par un certain nombre d'activités qu'on va faire. Donc c'est un flux aussi temporel, hein. Donc on a tous des agendas plus ou moins remplis, mais on a nos journées occupées avec nos projets, nos habitudes. C'est ce que Heidegger d'ailleurs appelle l'affairement, hein. L'affairement, c'est un petit peu, si vous voulez, métro, boulot, dodo, quoi. On a nos journées bien planifiées euh, et qui fait que souvent, justement, on n'a pas le temps de s'arrêter pour penser. Enfin, on estime, évidemment, parce que en fait, on a toujours le temps, mais on estime qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour penser. Mais la mort, elle vient arrêter tout ça brusquement. Je pensais à un film d'Ingmar Bergman qui s'appelle Le Septième Saut. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Le Septième Saut, c'est un vieux film. Et dans Le Septième Saut, l'histoire, en gros, c'est un personnage qui joue aux échecs avec la mort. Et tant qu'il gagne, eh ben, il peut rester en vie, mais s'il perd, il va mourir. Et pendant le film, la mort, la faucheuse, hein, donc elle est habillée avec son grand manteau noir, sa capuche et sa faux. Et on la voit qui s'approche de tel ou tel personnage et qui l'arrête en plein milieu de ce qu'il est en train de faire, hein. Donc il y en a un, il est en train de faire un spectacle, un autre, il est en train de caresser son amoureuse, enfin toutes sortes d'activités qu'on peut faire. Et pof, la mort, ça y est, tout s'arrête, hein. Donc la mort vient. Et puis alors tous, ils disent, non mais laisse-moi encore un petit peu de temps, j'ai besoin encore juste, mais 5 minutes, hein. Et la faucheuse, non, non, elle dit non, c'est maintenant, hein. Donc, voilà, c'est un arrêt brutal dans tous nos projets. Elle rompt, pour reprendre un petit échange qu'on a eu là sur WhatsApp, elle vient rompre la narration, hein. En 1980, j'ai rencontré telle personne, en l'an 2000, il s'est passé tel truc, etc. Et là, pof, ça y est, terminé, date de mort, et la narration s'arrête. En même temps, donc souvent, notre occupation quotidienne fait qu'on n'y pense pas, mais quand on s'arrête pour y penser, on est quand même des animaux un peu particuliers, puisque à la différence des autres animaux, il semble que nous ayons vraiment une conscience de notre finitude. Et cette prise de conscience de notre finitude, elle nous oblige quand même à nous interroger sur le sens de notre vie, hein, parce que tous, un jour ou l'autre, on s'est dit, mais quel est le sens de ma vie si je dois mourir un jour? Bon, les animaux, pour le meilleur et pour le pire, ne se posent pas cette question, ce qui leur permet de vivre dans l'instant plus tranquillement que nous. Nous, on est des êtres plus inquiets. Alors là, je verrai un point commun justement avec la philosophie, c'est que philosopher, c'est prendre un moment pour arrêter ce flux, hein. Donc ça nous stoppe aussi, hein. On va dans un atelier philo, hein, et l'idée de temps en temps, c'est justement arrêter le flux, hein, ce que je m'efforce de faire, ce qui n'est pas facile, hein, dans un atelier ou dans une consultation philo, on va dire stop, arrête-toi, est-ce que tu vois ce que tu viens de faire, hein?
pour que la personne prenne un temps d'arrêt et justement se questionne, hein. De même que la mort nous fait nous questionner, on peut dire la philosophie en nous arrêtant, en tout cas par la maïeutique, eh bien nous pousse à nous observer. Ensuite, et alors on voit d'ailleurs que c'est difficile, hein, parce que très souvent, bah, on l'a vu la semaine dernière, quand on arrête une personne, elle va dire oui, mais c'est parce que, je dis, tu vois que tu réponds pas à la question? Oui, mais c'est parce que, je sais pas quoi, ou je suis désolée. Donc on a toutes sortes de petites stratégies où la personne, elle va se mettre tout de suite à répondre à la question alors qu'on est juste en train de lui dire, tu vois que tu réponds pas? Et on a toutes sortes de stratégies pour pas regarder, pour aller trop vite, pour pas marquer ce temps d'arrêt, hein. Parce que ce temps d'arrêt, évidemment, si on le marque pas, c'est qu'il vient nous bousculer, hein. Alors, dans la vie courante, d'ailleurs, on pourrait faire la même chose. On peut le faire, chacun de vous peut s'entraîner à le faire. Moi, de temps en temps, je fais ça. Je me balade et je vois que de temps en temps, ben, j'observe le flux de mes pensées, hein. Et en général, c'est peut-être pareil pour vous, mais je sors de pensées associatives, hein. Je passe par tel chemin, je me souviens que dans tel chemin, il s'est passé je sais pas quel truc, et puis pof, 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 on a une pensée associative qui passe d'un truc à l'autre sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. En général, on ne le contrôle pas, ou bien on peut se mettre à ressasser, c'est pas très conscient, hein. Donc là, quand on devient philosophe, hop, j'arrête ce flux, cette espèce de flux vital là qui m'embarque, hop, je l'arrête et j'observe ce qui se passe. Donc voilà, alors là, si je m'arrête, ce qui est pas facile, eh ben, je vais pouvoir éventuellement questionner, entamer, autrement dit, un dialogue avec moi-même. Donc c'est ce petit temps d'arrêt que je mets qui peut ressembler à la mort, qui fait peur, va aussi donner une forme de puissance, hein, puisque je vais passer de sorte de pensée associative ou voire dans le pire des cas une espèce de ressassement à un vrai dialogue avec moi-même. Mais à ce moment-là, ce vrai dialogue, il a quelque chose d'un peu austère, Je me fais violence à moi-même quand je fais ça, dans le sens où, par exemple, ça y est, tu vois que tu es en train de ressasser. Est-ce que tu pourrais donner un concept? Hein, c'est un truc qui est très, on pourrait dire, ascétique, hein. Quel est le concept principal de ton ressassement, hein? Maintenant, est-ce que tu peux questionner? Est-ce que tu peux problématiser? Tu te plains parce que ton mari, je sais pas quoi, il t'a pas parlé gentiment, il t'a pas écouté. Est-ce que tu peux problématiser ça? Est-ce que donc le concept, ça serait écoute. Et est-ce qu'on pourrait dire, bah, il t'a pas écouté, c'est très bien, hein. Est-ce que tu peux voir les choses d'une autre manière et trouve-moi des arguments pour te dire, il t'a pas écouté, c'est tout à fait intéressant qu'il ne t'ait pas écouté. Donc là, ça suppose ces compétences philosophiques en elles-mêmes, elles ont quelque chose de brutal par rapport au flux, hein, quelque chose qui vient interrompre ce flux, soit que ce soit la conceptualisation, ça réduit en un mot le flux, le questionnement qui tout d'un coup le questionnement vient remettre en question, et la problématisation qui va nous faire voir les choses sous un angle différent, voire sous un angle opposé. Donc moi, je me dis qu'apprendre à mourir, c'est peut-être faire cet exercice qui demande un travail, un effort, et qui n'est pas facile quand on est pris dans le flux du quotidien. Et alors là, c'est frappant de voir dans le Phédon. Si c'est tragique puisqu'il vient d'être condamné à mort, Socrate, il va boire la ciguë dans quelques heures. On peut dire qu'il y a un drame, c'est dramatique, quoi. Il y a ses copains qui sont là, et ils sont tous très touchés. C'est la dernière fois qu'on voit Socrate. À un moment donné, au début du dialogue, c'est très bref, mais il y a la femme de Socrate qui arrive avec son fils. Elle est en larmes. Et Socrate dit, bon, bah, il faut qu'on rentre à la maison. Moi, je reste avec mes copains, hein, parce qu'on va dialoguer. Donc on pourrait le voir de façon dramatique, on pourrait se livrer aux pleurs, dénoncer l'injustice, c'est terrible ce qui t'arrive, se faire des câlins avant de se quitter. Mais Socrate, lui, pas du tout, il est très détendu.
La première chose qu'il dit d'ailleurs, c'est, on lui enlève, il a les fers aux pieds, hein, donc on lui enlève les fers qu'il a aux pieds. Il dit, ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se gratter, hein, parce qu'il peut enfin se gratter. Et il dit, ah, c'est étonnant comme la douleur et le plaisir sont souvent mêlés, en fait. Souvent j'ai du plaisir parce que justement je n'ai plus cette douleur, quoi. Et donc, il commence à philosopher sur la douleur, le plaisir, la mort. Est-ce qu'on peut se donner la mort ou est-ce qu'il faut respecter la vie? Enfin bref, il part dans toutes sortes de questionnements avec ses amis qui sont là. Et même à un moment, il y a un de ses copains qui apporte une objection. Il dit, ah, je vois que tu aimes les objections, comme ça me plaît que tu objectes à ce que je viens de dire. Et il dit ça tout à fait, on le sent très détendu. Donc, il y a le plan dramatique, mais il y a le plan de la réflexion. Et c'est lui d'ailleurs qui rassure ses copains. Et lui, il veut profiter de ce moment pour continuer à philosopher avec eux. Donc, certes, il est dans le flux de la vie, la mort va venir interrompre tout cela, mais d'une certaine manière, il y a une façon d'arrêter ce flux en accédant à une autre réalité. Alors, Socrate, comme Platon, il pense qu'il y a une réalité, que les idées sont une réalité, en fait, mais une réalité en dehors du monde sensible. Et que quelque part, elles nous font accéder à une part éternelle de nous-mêmes. Bon, après, il y a toute une discussion sur la vie après la mort et sur l'éternité de l'âme dans le Phédon. Donc, il se détache des plaisirs du corps, des émotions, non pas par haine de la vie, mais pour atteindre quelque chose de stable. Donc, chez Platon et chez Socrate, ce sont justement essayer d'accéder au vrai, au bon et au beau et à la beauté. Alors, de façon plus habituelle, c'est vrai que c'est un peu étonnant cette façon de concevoir le rapport à la vie et qu'est-ce que ça peut vouloir dire apprendre à mourir, mais de façon habituelle, eh ben, on observe que le commun des mortels, angoissé par cette impermanence du flux de la vie, on a tendance à vouloir posséder, à vouloir arrêter, retenir le mouvement, hein. Par exemple, ben, quand on aime quelqu'un, on veut le posséder. Cet amour qui est magnifique, on est très triste quand les grands élans du début ont disparu et on voudrait les retenir, hein. Donc on éprouve de la nostalgie à ce moment-là. Donc il y a une sorte où on voudrait aussi arrêter le mouvement du temps, rester toujours jeune. On pense que par l'argent, en accumulant de l'argent, hein, on voit ça aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils vont même pouvoir nous rendre immortels grâce à des tas de procédés. Voilà, on veut arrêter le mouvement. Donc il y a l'être humain, et ça, Platon l'observe dans certains dialogues aussi, il me semble que c'est dans le Gorgias, il a une sorte d'avidité. Et il faut posséder pour empêcher la mort, en fait. Mais le malheur, c'est que plus on veut posséder pour empêcher la mort, en fait, plus on risque de la précipiter, cette mort, hein. Et il y a une phrase de Pascal que vous connaissez peut-être, que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Mm. Et là, Pascal, il nous dit, les humains ont du mal à s'arrêter, justement, si on reste dans sa chambre, bah, ça va être un temps d'introspection. Mais pourquoi on reste pas dans sa chambre? Alors, l'idée de Pascal, c'est parce que si on reste dans sa chambre sans rien, pour nous divertir, hein, sans téléphone portable, et ben là, on est mis face à soi-même. Et si on est mis face à soi-même, on est mis face à sa finitude, à sa condition de mortel. Et ça, c'est trop angoissant, dit Pascal. Et comme on veut pas être mis face à notre condition de mortel, on va fuir dans toutes sortes de choses, mais y compris en précipitant notre mort. On va fuir en allant guerroyer, par exemple, pour oublier qu'on est mortel. Mais évidemment, tout ce qu'on fait en général ne fait que précipiter un peu plus la mort. Donc, il y a une attitude commune qui est assez absurde. Et philosopher, ça, justement, bah, je vais dans ma chambre. Certes, c'est un moment pas facile qui me demande de me faire violence à moi-même, mais non pas pour posséder la vie, mais plutôt pour pratiquer une forme de détachement, hein. Donc là,
il y a deux rapports à ce flux, deux façons d'arrêter le flux de la vie. Il y a une volonté de posséder et de vouloir s'attacher à la vie, mais qui ne produit que de la destruction. Et puis, il y a une façon d'arrêter la vie plus par une forme de détachement, c'est-à-dire ce détachement qui va permettre de voir, de comprendre, d'accepter, et qui, pour Socrate, eh ben, permet une forme de libération. Mais on trouve ça chez, un petit peu cette idée aussi chez Montaigne, hein, l'idée de ne pas s'accrocher, ou on trouve ça aussi chez les bouddhistes, hein, accepter l'impermanence de la vie en l'observant, en prenant ce recul. Alors, il faut préciser quand même il me semble qu'apprendre à mourir chez Socrate, ça n'est pas non plus rechercher la mort. Mais on trouve d'ailleurs aussi la même idée chez les stoïciens, hein. Apprendre à mourir, c'est s'exercer au détachement, mais pas par haine de la vie, mais pour ne pas être esclave de ce qui nous attache à la vie. Donc c'est revenir à ce qui en nous n'est pas pris dans le flux, et ce qui n'est pas pris dans le flux, c'est cette capacité à raisonner, à réfléchir, à accéder par notre raison peut-être à quelque chose qui est plus grand que nous, et là peut-être on retrouverait l'idée de Daniel, là, dans les discussions, c'est peut-être une dimension spirituelle aussi. Alors, je précise que le détachement stoïcien ou le détachement chez Socrate, c'est pas de l'indifférence. Parce que Socrate, il manifeste de la joie d'être avec ses amis. Au contraire, il est très impliqué dans la discussion. Donc, il est content d'être avec eux, mais il n'est pas triste à l'idée de les quitter et de quitter la vie. Donc là, on pourrait vraiment distinguer le, le concept de détachement et le concept d'indifférence. Parce qu'on peut être détaché, mais tout à fait engagé. Engagé dans l'existence, engagé dans ses relations, impliqué dans sa vie. À l'inverse, une personne indifférente, en fait, elle est désengagée, elle est désintéressée, elle s'ennuie, elle n'est pas impliquée, elle n'est pas motivée. Une personne indifférente, elle va fuir, elle est dans la fuite, hein, ce qui n'est pas le cas d'une personne détachée, elle n'est pas dans la fuite. Donc, chez la personne indifférente, il y a quelque chose d'un nihilisme, en fait. On nie à la fois le plaisir et la souffrance, hein. On essaye d'échapper à la vie, hein. Le déni aussi. Pardon? Le déni aussi dans Oui, l'indifférence. voilà, ouais, je pense que l'indifférent, il est dans le déni. Il fait comme si tout ça ne le touchait pas, ne le concernait pas. C'est une forme de fuite, ce qui n'est pas le cas de la personne détachée, hein. Donc, qui a tout à fait plaisir à vivre, mais qui n'est pas addict au plaisir de la vie. Donc elle vit une intensité douce, sans agitation. En revanche, la personne indifférente, ben, elle est pas intéressée, elle est comme anesthésiée existentiellement, hein, ce qui la rend très froide et pas très sympathique à côtoyer. Donc voilà, c'est cette distinction détachement et indifférence. Donc, conclusion de ma petite présentation, c'est apprendre à mourir, ça ne signifie pas refuser la vie, ni chercher la mort. C'est pas triste, je dirais même, c'est plutôt joyeux. Mais c'est aimer la vie sans chercher à la posséder. Et ce qui peut aider ça, en tout cas, c'est ce que nous dit Socrate, c'est l'exercice de la philosophie qui va marquer un arrêt, et non pas pour s'attacher, mais pour regarder les choses avec un détachement. Voilà, vivre le flux et l'impermanence, mais depuis un lieu. Alors les stoïciens, ils parlent d'une citadelle intérieure, alors peut-être un lieu où on est capable de réfléchir et de se poser. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Alors, avez-vous des questions ou des remarques? Donc, tout à l'heure. Ah oui. Est-ce que, Ah, oui, Marie-Serge, est-ce vas-y. que tu pourrais, tout à l'heure, tu as dit,
ce temps d'arrêt, ce temps de la réflexion ressemble à la mort. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que tu veux dire là? Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on compare la vie à un flux dans lequel on est pris, on a toujours des tas de choses à faire. Et ben, Oui, euh, s'arrêter, il y a quelque chose qui ressemble à la mort, parce que justement, la mort, elle nous arrête dans notre quotidien. Stop, c'est fini, tout s'arrête, comme dans le film de Bergman. Ça y est, tu veux faire ta pièce de théâtre? Non, 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 tu vas pas, c'est maintenant la mort. Et la philosophie, ben, elle nous pousse aussi, arrête-toi. Ce qui peut être un peu désagréable, hein, quand on est pris dans le flux et qu'on se dit stop, je m'arrête oui. pour regarder. Mais là, c'est un arrêt qui n'est pas permanent. Un arrêt. Voilà, oui, c'est pas le même arrêt que la mort. Point commun, c'est l'arrêt, L'arrêt, mais différence. Alors après, on ne sait pas la mort. Si ça se trouve, c'est pas un arrêt permanent. on ne sait pas. Mais en tout cas, C'est un arrêt sur Terre permanent. voilà, c'est un arrêt sur Terre, de notre passage sur Terre permanent. En Est-ce qu'il faut... revanche, la philosophie, oui, c'est pas un arrêt permanent. C'est je m'arrête, je regarde. Donc je Donc la verrais philosophie deux se points tend vers... communs, l'arrêt, puis une forme de violence. Il y a quelque chose d'un peu violent, ou même quand tu dis à quelqu'un, mais arrête-toi, regarde ce que tu fais. Oui. En général, il le vit de façon plutôt déstabilisante. Donc voilà, mais effectivement, c'est pas un arrêt définitif. Autre chose? Oui, Gaël? Oui, je pensais à quelque chose aussi. Tu parlais de la sérénité de Socrate qui échange avec les autres. Et en fait, il apprécie ce moment, mais en fait, c'est un moment qui va s'arrêter. Oui, Puisqu'il va, quand il va être mort, il va plus philosopher avec ceux avec qui il échange. Donc oui. aussi, il est dans l'acceptation que ce moment qui est important pour lui s'arrête. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de se dire que c'est quelque chose qui continuera même s'il est plus là et que est-ce que ça joue dans la sérénité de se dire qu'il y a des choses qui continuent même quand on n'est plus là? Est-ce que ça fait partie de cette sérénité ou pas? Alors, je me souviens pas si dans le dialogue il évoque ça, mais ouais, si, il l'évoque dans l'Apologie de Socrate, ça par contre, je m'en souviens bien. Il dit, OK, je vais mourir, mais en fait, on va continuer à Oui. réfléchir, à dialoguer. Hmm. Ça continuera après moi. Donc, peut-être aussi que... Quelque chose de plus grand. Enfin, Ouais, le dialogue, ouais, ça dépasse sa ouais. personne. Ça dépasse sa personne, Hmm. ouais. Je pense qu'il y a cette dimension peut-être, je sais pas comment on peut l'appeler, spirituelle, où effectivement, je me relie par la pensée à quelque chose de plus grand que moi, qui va Hmm. continuer. Et par contre, dans le Phédon, lui... il imagine, il dit, ouais, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est que la mort, mais il dit à ses copains, je sais pas pourquoi vous la craignez, vous savez même pas ce que c'est. Donc en la craignant, vous présupposez que c'est quelque chose de pas bien. Et lui Hmm. dit, moi j'en sais rien, il lui dit, bah moi j'imagine que je vais aller dialoguer avec Homère, avec Ça, c'est très beau. voilà, des personnes que j'ai apprécié lire. Donc peut-être, voilà, quand on mourra, on va se retrouver avec Socrate. Voilà, il imagine ça aussi, oui, avec cette idée que le dialogue perdure, malgré la mort. Ouais. Hélène? Oui, moi je me posais la question si euh, on assimile ou on identifie la mort avec un arrêt dans d'autres activités comme la musique, comme la danse aussi, on fait un arrêt sur ses gestes habituels. Il y a d'autres formes d'arrêt. Ouais. euh, Mm, je veux dire, enfin, moi je pense à la musique, l'acte amoureux, même dans la routine, dans les habitudes, il y a aussi une sorte d'arrêt. On mm, arrête aussi le temps. Est-ce que est-ce que la philosophie a quelque chose de différent? Quand on est concentré sur une œuvre aussi, il y a ouais, un arrêt. ouais. Euh, Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, donc ta question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'arrêt philosophique? Mhm. Parce que c'est vrai que se mettre à danser, bah, c'est mettre un arrêt par rapport à notre déambulation quotidienne. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la philosophie? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Marie-Serge voulait Oui, répondre. Merzag, oui, vas-y, Merzag. Je pense que la spécificité, c'est en profiter de ce moment pour réfléchir.
Oui, contrairement à danser, etc. C'est la réflexion qui fait la oui, différence. oui. Et il y a quelque chose peut-être de plus abstrait que dans la pratique d'un art, puisque ça reste très réflexif, quoi. La pratique d'un art, on reste dans le sensible, et là, on se détache même du sensible, quoi. Ouais, autre chose, Daniel? Je voudrais aller dans la même mouvance que mes autres, qui a plutôt parlé de réflexion. Je voudrais parler d'examen, Ah, on t'entend pas bien. d'examen de conscience parce que, Ah, on t'entend pas bien, Daniel, parce qu'il y a du bruit derrière toi. vous m'entendez là maintenant? Allô? Ouais, alors vas-y, parle près de ton micro. Ok. Je disais que dans la même perspective que l'arrêt en philosophie, ça aide à se retrouver à travers un examen de conscience. Oui, oui. Oui. Donc, c'est le moment de remettre tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons en question et questionner tout cela dans la perspective de retrouver du sens, de trouver du sens ou du bon sens Oui. et d'orienter notre conduite à venir, notre Mhm. pensée à venir, nos actions. Donc voilà. Mm. Donc, pour répondre à la question d'Hélène, oui, du coup, il y a plus une dimension plus abstraite, plus un retour sur soi et sur le sens de sa vie qu'on n'a pas nécessairement, Oui, qu'un danseur n'a pas nécessairement, puisqu'il reste dans la oui, pratique sensible de son art, quoi. Ok, oui, ok. Parce qu'il n'empêche pas le danseur d'être philosophe aussi, mais c'est pas tout à fait sous le même angle, quoi. Mm. Corinne? Oui, je comprends l'arrêt un petit peu différemment. J'assimile l'arrêt au vide et que Oui. le vide est lourd de sens Mhm. et qu'effectivement, si on prend le cas d'un auteur ou d'un chanteur ou d'un danseur, le simple fait de s'arrêter au milieu d'un acte, c'est aussi pour donner du relief à ce qui a été fait dans la Mhm. pratique avant et ça redonne encore du relief sur ce qui va arriver après. Mhm. Ça donne du sens en fait. Oui, oui, alors Et ça peut donner. alors que le vide, c'est pas du vide, ça peut être du plein aussi. Ça peut être associé à une signification. Oui, et peut-être que ça sera un autre point commun avec ce que disait Marie-Serge tout à l'heure, la question qu'elle posait sur la mort. C'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui nous fait peur quand on s'arrête. Arrête-toi. Tout d'un coup, il y a un vide, et ça, c'est angoissant. Mais ce vide philosophique, ensuite, il va être nourri par une réflexion, par une lucidité. Donc, ça serait un petit peu différent d'ailleurs de la méditation en pleine conscience qu'on peut pratiquer justement pour faire le vide. Euh, la méditation philosophique, il y a un moment où tu fais le vide, mais après tu vas construire ta réflexion, quoi. Mm. Giuseppe? Je me disais que parmi les êtres vivants sur la Terre, jusqu'à preuve du contraire, l'être humain, comme vous l'avez dit, est le seul être vivant qui est conscient de sa finitude. Et donc, ça amène à un enjeu que seule la philosophie peut permettre, c'est de se dire, mais comme on est fini, comment comprendre ce monde dans lequel on est, alors que après nous, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Et en même temps, on a une certaine responsabilité vis-à-vis de sa vie, et parce qu'on est conscient d'être vivant. Et je pense que c'est peut-être, pour moi, c'est ça, enfin, ça rejoint la question du vide, mais si on n'avait pas cet élément-là, je pense pas qu'on philosopherait. Alors, tu peux résumer ton propos? Comme on est, où je vais résumer, comme nous sommes des êtres vivants conscients de notre mort, euh, pour moi, c'est la raison pour laquelle on philosophe, parce qu'on est précisément conscient de ça. Oui, ok, oui, parce qu'on est conscient de notre mort. Ça serait peut-être l'origine de la philosophie. C'est ça que tu proposes comme hypothèse? Oui.
C'est la conscience de la mort qui nous oblige à nous questionner. Oui, à un moment ou à un autre. Oui, peut-être, hein, oui, peut-être l'étonnement face à notre condition, hein, parce qu'il y a des philosophes comme Aristote ou Schopenhauer qui disent la naissance de la philosophie, c'est l'étonnement. En fait, on s'étonne du monde dans lequel on vit, mais la mort est quelque chose d'étonnant aussi, peut-être. On s'étonne de la mort. Ouais. Donc, et ça serait la mort qui nous pousse à réfléchir, quoi. En tout cas, la conscience de la mort. Oui, enfin, c'est une hypothèse, hein. Une idée, oui. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des personnes, on va voir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas ton hypothèse? Ils sont pas d'accord, non, non, c'est pas du tout ça. La naissance de la philosophie, c'est pas la prise de conscience de la mort. Non. Ah, ouais, t'as une objectrice quand même. Vas-y, Hélène. Oui. Moi, vraiment, je relie la philosophie plutôt à un désir de vivre. Enfin, c'est vraiment d'être plus en adéquation avec la vie, autant la mienne, celle du monde, que celle des autres. Euh, Alors, du coup, est-ce qu'on a une objection? Parce que là, Giuseppe nous dit, la philosophie, elle naît avec la prise de conscience de la mort. Et toi, tu dis, ah bah non, la philosophie, c'est lié à un désir de vivre. Euh, ouais, est-ce que ces deux propositions, est-ce qu'elles objectent déjà l'une à l'autre? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui disent, bah non, ça objecte pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui disent, ça n'objecte pas? On va voir. Ah, voilà. Ah, il y en a plein. Mallory, pourquoi ça n'objecte pas? Voilà. Bah, pour moi, en fait, ça se complète Oui, tu peux parce que expliciter? en prenant conscience qu'il y a la mort, bah ça, on prend conscience aussi qu'on a peut-être justement envie de vivre, Eh de oui, eh oui. profiter. Parce que si on prenait pas conscience de la mort, Mallory, si on se croyait immortel, Hmm. est-ce que du coup on dirait, ah ouais, je veux vivre Personnellement, je suis pas sûre. Je suis pas, hein, donc pas ce sûre serait qu'on en profiterait. Hmm. la prise de conscience de notre finitude peut être aussi un moteur pour faire quelque chose de notre vie, quoi. Tu prends, Hélène? oui, mais je n'ai pas de sentiment d'être consciente de ma mort. Enfin, autant je peux avoir conscience de certaines choses, mais j'ai Et toi, pas d'un seul coup un éclairage. Ah tiens, je vais mourir. C'est ça, toi, là. t'es habité par une envie de vivre. Sans doute. Ouais. Les gens qui te connaissent vont dire, waouh, Hélène, c'est une femme vivante. Pas toujours, pas toujours. Au Pas, moins, ils le pas reconnaissent. toujours, hein, mais peut-être que quand tu dors, si tu arrives de dormir, c'est peut-être moins vivante, mais voilà, est-ce que tu Mais je suis es... pas consciente non plus. Oui, oui, donc t'es pas toujours vivante quand tu dors, voilà. Mais donc toi, t'es pas habité par la conscience de la mort. Et Oui, je tu m'inquiète des dis, fois. ah bah alors, peut-être, c'est inquiétant ou pas? Donc t'es une personne qui ne pense pas à la mort. Mm. Alors, du coup, est-ce que c'est important d'y penser? Hein, c'est vrai que tous les philosophes ne s'accordent pas. Tu serais peut-être plus spinoziste que platonicienne. Spinoza, il dit il faut penser à rien moins qu'à la mort. Faut penser, un philosophe de la vie. Mais il y en a d'autres qui disent non, il faut penser à la mort, peut-être justement pour donner du sens à notre vie. Ou pour les raisons que j'ai données, c'est que si philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est apprendre à se détacher d'un attachement maladif au sensible. Alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut penser à la mort ou pas? Blandine. De toute façon, elle s'impose à nous euh, dans les deuils que nous allons côtoyer tout au long de notre vie, dans la nature aussi, qui s'éteint avec le renouvellement des saisons. Donc, on y est confronté de toute manière et on peut ne pas y échapper. On ne peut pas y échapper, mais alors, est-ce que il faut y penser qu'on ne peut pas y échapper ou penser à autre chose?
De toute façon, elle est dans notre environnement. Ouais. Eh ben, alors, On la côtoie. Alors ouais. maintenant, c'est voilà, c'est Alors, est-ce savoir qu'il faut se si dire, comme oh là là, Hélène. là, il y a de la mort, mes parents sont morts, mais vraiment, j'essaye de pas y penser, ou bien j'y pense, mais j'y pense. Alors, moi, j'avais une question inversée, c'est-à-dire que penser des personnes qui vont prendre des risques tellement démesurés, qui vont le dire eux-mêmes, j'ai besoin de toucher des limites, j'ai besoin, ils le disent comme ça, certains peuvent témoigner, de frôler la mort pour me sentir vivant. Que penser aussi de cette manière de vivre pour des fois prendre des risques tellement forts que on va se blesser, on va avoir des Ok, accidents. alors ouais, alors là tu dévies un petit peu le sujet, mais bon, on peut prendre ta proposition. Euh, Est-ce qu'on a besoin de se confronter à la mort pour se sentir vivant, ou est-ce qu'on a besoin de penser à la mort pour donner du sens à notre existence? Euh, et on va demander à Hélène, tiens, qui elle, qui ne pense pas à la mort. Tu te confrontes à la mort de temps en temps, tu prends des risques, tu Ah fais oui, oh ben, tu fais des oui. choses risquées. Tu fais du ski, je sais que tu fais du ski, que tu t'es blessé au genou. J'ai eu évidemment la mort d'amis aussi, de quelques Oui. Eh ben, personnes vraiment connues. mais déjà, est-ce que parfois tu te confrontes à la mort, tu prends des risques mortels pour te sentir vivante? Non. Non, c'est les ados plutôt qui font ça parfois, Mhm. mais tu n'as pas ce côté ado. Non. Ok. Il y a des gens parmi vous qui se confrontent à la mort, qui ont déjà fait ça pour se sentir vivant, qui prennent des risques mortels pour se sentir vivant. Non, ou peut-être vous l'avez fait ado, mais l'ado il cherche ses limites, des fois il est un peu casse-cou, mais il n'y a pas de casse-cou parmi vous alors. Ok, donc il n'est pas nécessaire de se confronter, vous êtes des casse-cou si, si vous êtes à un atelier philo, vous n'êtes pas à un atelier skateboard ou vol, vol de Chut. panier, oui, ou jeu de saut à l'élastique. Ok, donc vous êtes des casse-cou de la pensée peut-être, mais pas physique. Donc il n'est pas nécessaire de se confronter à la mort pour se sentir vivant. Après, est-ce qu'il faut se sentir vivant? Là, il y aura un présupposé qu'il faut se sentir vivant. Mais... Puis Hélène, elle dit, ouais, moi je suis vivante, c'est important de se sentir vivant. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui disent, bah, euh, c'est pas un but dans l'existence de se sentir vivant pour faire voir à Hélène les choses autrement, elle qui aime tellement vivre. Mallory, alors il y a Mallory et Blandine. Bah, vas-y, Mallory. Bon, j'espère que ça répond à la question. Mais pour moi, se sentir vivant, par exemple, juste d'apprécier, je sais pas, les fleurs qui fleurissent au printemps, des choses comme ça permet de se sentir vivant. J'ai pas besoin de Alors, risque. parce que la question d'Hélène, elle nous dit, bah, moi, je me sens vivante, c'est ça qui compte, je pense pas à la mort. Euh, donc, est-ce que se sentir vivant, est-ce que ça a du sens comme objectif dans l'existence ou bien quelqu'un voit un problème là? Et là, si tu me dis, ben, je sens les fleurs, etc., Ouais, est-ce que tu as objecté à Hélène? non, Non. Hein. non. Bon, alors, si quelqu'un veut objecter à Hélène, dire non, non, il y a un problème, Hélène, si ton truc c'est de te sentir vivante, il y a un truc qui va pas là. Faut qu'elle voit les choses sous un angle différent, qu'elle meure un peu à son idée. Alors, Daniel, il y a Daniel et Merzac. Bon, bah vas-y, Daniel. Je vois un problème lorsqu'elle dit que c'est juste se sentir vivant, parce que il faut bien se poser la question, des questions existentielles. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que notre vie d'ici 100 ans Ok. restera ce qu'on aura voulu que ça soit? Quelle est notre utilité avant Alors, que la attends, mort attends, ne vienne tu nous dis beaucoup de rabâcher? choses. Attends, Daniel, on va raccourcir. Hein, donc, dis-moi si ça va, si je raccourcis ton objection comme ça. Donc, se Ok. sentir vivant, ça suffit pas parce qu'il faut se poser des questions sur le sens de notre existence. Est-ce que si je résume comme ça va ou tu veux modifier? Exactement, parfait. Ouais?
Ok. Hein, parce que sinon, elle est comme une petite souris, là, elle se sent vivante, la petite souris aussi, hein, quand le chat lui court après, elle se sent très vivante. Mais il manque la question du sens de l'existence. T'es d'accord, Hélène? Se sentir vivant, c'est pas un sens suffisant. Hmm. Tu prends l'objection ou pas? Bah, quand on meurt, c'est une sensation. Euh, Ah oui, mais est-ce que tu as compris l'objection de oui, Daniel? oui, j'ai compris. Est-ce que tu peux la reformuler? On peut se sentir vivant sans donner du sens à ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pas suffisant de se sentir vivant pour être pleinement homme, quoi. Si, Voilà. Ok, d'accord. Donc tu as compris l'objection de Daniel. ouais. Maintenant, tu la prends, cette objection ou pas? Elle repose sur le présupposé que philosopher, Juste, est-ce c'est que tu prends l'objection ou tu la prends pas? non. Ben Non, non. tu la Parce prends pas. ben non, parce Ok, qu'il dit que si d'accord. on se sent Ouais, être mort, tranquillement, c'est tranquillement. Moi, je philosopher. t'arrête. Hein, mon travail, c'est de t'arrêter. Tu prends pas l'objection de Daniel. Non. Ouais, ok. Est-ce que parfois tu as du mal quand on t'objecte? Oui. Est-ce que tu as un côté têtu Dans ma tête, oui. dans ta tête ou... Ça, c'est drôle. J'ai un côté têtu dans ma tête. Je vois pas où ça pourrait être d'autre, dans ton pied, dans ton petit doigt. Ok, donc tu as un côté têtu. Oui. Oui, on t'a déjà dit, Hélène, t'es un peu butée là. Oui. Oui, oui. Oui, ok. Mhm. Bon, t'es pas si têtu que ça. Si tu l'étais vraiment, tu dirais, mais non, je suis pas du tout têtu. Mais là, bon, tu serais coincé en même temps. Ok, bon, alors, du coup, qui est d'accord avec Daniel que se sentir vivant, c'est pas suffisant pour un être humain. Il faut quelque chose en plus, qui est d'accord avec Daniel. Ok, que je vois bien. Et qui n'est pas d'accord avec Daniel? Et donc, Hélène est en train de se questionner sur elle-même. Et Giuseppe, j'ai pas vu. T'es d'accord ou pas d'accord? Il faut que tu remettes le son. Ça, j'ai parlé, je dis OK, mais Ah, c'était t'es coupé. d'accord. Oui, non, mais il vaut mieux lever la main, comme ça, je Ouais. sais. Ouais. Ok, donc bah voilà, Daniel, tout le monde est d'accord avec toi et Hélène, elle est en arrêt, là, en arrêt mortel, mais elle va pour mieux renaître. Donc il faut quelque chose de plus pour donner un sens à sa vie. Hein. Euh, mais du coup, est-ce que ce qui va donner du sens à notre vie, est-ce que c'est de penser à notre condition de mortel ou au contraire de ne pas y penser? Est-ce que penser à notre condition de mortel et au fait qu'on va mourir, est-ce que c'est ça qui va permettre de donner du sens? Ou bien vous pensez que c'est pas nécessaire? Blandine. Je ne saurais pas trop l'exprimer, mais bon, je vais y aller comme ça. Est-ce que c'est justement à travers la mort et l'absence des autres qui fait que de se sentir vivant, c'est rechercher le partage, la reconnaissance et le lien social? Ah, attends, je suis Et c'est perdue. ça Hein. qui va... Attends. Tu te souviens à quelle question tu réponds? Oui. Bah, tu peux reprendre la question? Tu demandais si c'était suffisant de se sentir vivant. Est-ce que c'était une raison Non, suffisante? non, non, t'as un train de retard là. Ah, Ouais. C'est pas grave, hein, mais voilà. Tu te demanderas des fois, si plusieurs fois dans l'atelier tu as un train de retard, tu te demanderas, tu observeras ça chez toi. Hein. Donc la question, c'était pas ça, la question c'était est-ce qu'on a besoin de prendre conscience de la mort pour donner du sens à notre existence? Alors, qui veut se prononcer là-dessus? Merzak. Oui, je pense que oui. Parce que si on ne pense pas à la condition de la mort, on ne se fixe pas des limites. Si on cumule de l'argent, c'est jusqu'à l'infini. On ne se fixe pas des limites à nos désirs. C'est Oui. toujours à l'infini. Mais en prenant connaissance de la mort, on se fixe des limites à chaque chose.
Ok, Ça donne un sens à notre vie, ok, à notre façon de voir les choses. oui. Mais en quoi donner des limites à nos désirs va-t-il donner un sens à notre existence? Et justement, c'est l'infini. C'est ne pas penser à l'infini. Tout est fini. Ouais, mais là, il manque un lien dans ton argument. Parce que tu dis, si je prends conscience de ma mort, ça va donner des limites à mes désirs. Hein, je sais pas, mais je veux devenir milliardaire, ben, je sais bien qu'il y a un moment, ça s'arrête. Hein, mais en quoi prendre conscience de mes limites donne un sens à mon existence? Tu vois, il manque un lien là. Oui, parce que cumuler, par exemple, cumuler de l'argent. Oui, Une fois arrivé si je prends conscience de la mort, oui. donc je me fixe des limites. J'atteins 1 milliard, je dois voir autre chose, vivre autre chose, d'autres expériences, se fixer d'autres objectifs. Donc, Enfin, donc je sais que je serai pas, je peux pas être plus que milliardaire, quoi qu'il y en a qui ils vont très très loin là-dedans. Bah après, je vais séduire toutes les femmes. Je sais que je peux pas les séduire toutes, mais en quoi ça donne sens à ma vie alors? Je vais limiter mon désir de séduction, mon désir d'argent, mon désir. Tu vois, là, il manque un lien entre prise de conscience des limites et sens. En quoi ça Mhm. donne du sens? Alors, est-ce que quelqu'un veut soit compléter l'argument de Merzac, soit. Est-ce que vous avez un autre argument, Corinne? Oui, euh, je pense au facteur temporalité. La mort arrête tout. La notion du temps, elle est la même pour tout le monde. En fait, la mort décide d'arrêter le temps. Alors que dans la vie, en fait, on peut s'approprier à sa manière le temps. Et peut-être que c'est ça qui permet de donner une dimension différente à la vie, uniquement par cette espèce d'impression qu'on peut utiliser le temps pour, par exemple, évoluer ou régler certains problèmes, ou au contraire, comme disait peut-être Merzac, accumuler un certain nombre de désirs, mais pourquoi? Alors, je t'arrête, on va rester chez Corinne, là. Qui comprend pourquoi Corinne? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'elle répond à la question que prendre conscience de la mort donne du sens à notre vie? Qui pense qu'elle a répondu à la question? Et si oui, vous levez la main. Bon, alors. Ah, et il y a Blandine qui arrive en sauveuse de ton argument. Ah, on va voir si ça marche. Eh, vas-y, Blandine, tu peux nous redire ce qu'a dit Corinne, que tout Oui, le monde ouais. comprenne l'argument. Bah, j'allais le dire quand elle est intervenue. Pour moi, c'est comme cela. La mort limite la vie. On Eh ben, cherchait le lien, donc la mort limite la vie. Donc oui, c'est la limite que effectivement ouais. Merzac était en train d'expliquer, que ça limite. Par contre, je mets une petite nuance, je suis pas tout à fait d'accord avec la Attends, attends, notion de attends, attends, non, parce qu'on temporalité. on se perd à nouveau. Attends, allez, D'accord, ok. on va très lentement. Moi, c'est très basique hein, ce que je propose. C'est déjà voir si on a compris Corinne, si elle a répondu à la question, puis ensuite on va ajouter des trucs, mais sinon on va se perdre. J'ai compris, Corinne, que la mort Ok? limite la vie. Voilà. Ok, mais du coup, ça répond pas à la question, puisqu'on disait prendre conscience de la mort, est-ce que ça donne du sens à la vie? Mais que ma vie soit limitée, c'est pas ça qui lui donne du sens. Parce qu'on ne tombe pas dans l'infini. On ne tombe pas dans une forme de folie, comme peut-être, hein, j'imagine, et vous l'avez expliqué Merzac tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sera pas voilà, dans un tout. Alors, ça donnerait du sens dans le sens, si je puis dire, où on va pas dans toutes les directions, justement, puisque c'est limité. Est-ce que c'est ça? Oui, C'est ça, Merzac? Oui. Donc, ça donne un sens, parce on peut pas tout accomplir en. Ok, alors est-ce que vous prenez comme argument, ça donne du sens, puisque ça réduit mes possibilités. Sinon, on deviendrait fou, quoi. Si on est. Peut-être que si on n'était pas mortel,
eh bien, notre vie partirait dans tous les sens. Et est-ce que c'est le fait de savoir qu'on est mortel qui lui donne une direction? Mais en même temps, il y a des gens qui partent dans toutes les directions aussi. Donc, même s'ils sont mortels, il y a des gens qui font de leur vie une espèce de chaos qui part dans tous les sens. Alors, est-ce qu'on a besoin de... Ouais, parce que le sens de la vie, du coup, on a du mal à dire qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, en fait. On n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est que le sens de la vie. Mais et on présuppose qu'elle en aurait un, peut-être qu'elle en a pas, hein. Alors, qui veut nous aider? Gaël. Ah, je me disais qu'il y a peut-être ce qui peut réunir ces deux enjeux, enfin, la mort et le sens de la vie, c'est l'absurdité, en fait. Ouais. Que l'absurdité de l'existence, bah, c'est en soi, hein, c'est en soi le sens de la vie. Ça donne une légèreté à la vie, le fait qu'elle soit absurde. Donc, le sens de la Et on vie, peut pas penser cette absurdité si on n'a pas conscience de la mort. Voilà. Je sais ok. pas. Donc là, waouh, on est reparti dans une autre direction, mais ouais, peut-être. Hein. Le sens de la vie, ce serait son absurdité même. Ouais. Donc, parce que absurde et sens, en principe, ça s'oppose. Ce Mm. qui est absurde, Oui, c'est ce qui n'a pas de sens. oui, c'est vrai. Euh, Après, peut-être, hein, il y a des philosophes qui ont soutenu que la vie est absurde. Alors, Euh, Bah, c'est parce qu'il y a la mort qu'elle est absurde. Enfin, est-ce que la mort, du coup, on reformule notre problématique, est-ce que la mm, mort rend la vie absurde C'est le contraire maintenant. ou est-ce qu'au contraire, elle lui donne du sens? mm. Oui, alors moi, j'ai trouvé du sens dans l'absurdité, donc c'est vrai que ça va pas. Ah ben, sens et absurde, en principe, ça marche pas ensemble. Alors, Bah, en fait, oui, c'était par rapport à cette idée de limite, c'est qu'après, ben, au con... oui, non, c'était que je voyais une légèreté dans l'absurdité, en fait. Et d'accord. Donc, mais je sais pas, en fait. donc le sens de la vie, ben, c'est une forme de légèreté. Mm. Voilà, Non, j'essaie de faire un lien avec ce truc d'absurdité, là, mais je suis ouais, pas sûre. vivons notre vie légèrement. Voilà, de Mm. toute façon, on va mourir. Donc, youpi, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va... Mais effectivement, ça fait peut-être perdre de vue la question du sens, en fait. Ah, bon, bah, on va voir si on arrive à se dire ça. Mais de toute façon, je vais mourir. L'échéance se rapproche plus ou moins. Youpi, tout ça, c'est pouf. Voilà, peut-être, hein, et du coup, ça donne une légèreté. Oui, moi je le vois Voilà. comme ça. Sinon, oulala, je vais mourir, c'est terrible, il faut que je me dépêche de faire des tas de choses Mm. magnifiques. Hein. Alors, donc, Et effectivement, ça fait pas le lien, enfin, le sens, il est bah, perdu là. du coup, le sens que tu proposes dans cette espèce d'absurdité, enfin, c'est pas vraiment un sens, c'est plutôt un rapport à la vie qui est plus léger. Ouais, ouais, c'est ça. La vie n'a pas de sens, mais j'ai un rapport à la vie qui est léger. Ouais, c'est ça. Donc en fait, oui, je prends le Ouais. compte. C'est plus une objection au sens, en fait. Ce J'avais serait pas une vraiment objection au pensé sens, ça. la vie est absurde, Ouais. mais tout va bien. Mais tant Bientôt, mieux, quoi. Enfin, voilà, tant mieux, on peut le voilà. voir comme ça, tout va bien, c'est léger. Voilà. Donc Mm. c'est plutôt une objection. La vie n'a pas de sens, mais c'est très bien. Voilà. Et ça me donne un rapport à cette existence plus léger. C'est ça. Ok. Bon, ça vous plaît, l'idée de Gaël, qui est dans dit, bah voilà, ma vie est absurde, je vais bientôt mourir, je peux faire n'importe quoi. Alors, ou est-ce qu'il y a des personnes... Enfin, je peux faire n'importe quoi, c'est moi qui le rajoute, mais est-ce que du coup, ça te conduit à te dire, pouf, c'est pas, ça n'a pas d'incidence, je sais pas, moi, je fais tout ce qui me plaît.
une espèce d'insouciance. Oui, puisque de toute façon, on va. Ouais, il y a Voilà, ce je côté. sais pas moi, je peux aller voler un truc chez mon voisin. De toute façon, il sera bientôt mort, moi aussi. Ouais, non, c'est peut-être pas. Est-ce que donc Ouais, ça c'est donne peut-être. une légèreté? Est-ce que ça donne une insouciance? Est-ce que ça donne une autorisation de tout transgresser? Je sais pas. Est-ce que ça donne l'autorisation de tout transgresser? Hmm. Alors, qui veut nous... Donc là, on a une vision très légère, la légèreté de l'être, hein, alors, qui veut se prononcer sur cette vision, Mallory? Par, par rapport à ouais, cette légèreté, personnellement, je partage cette idée, mais pas dans le sens de tout se permettre, mais juste plus simplement de l'importance en fait d'apprécier des choses simples plutôt que de rechercher un sens, de faire quelque chose d'exceptionnel ou des choses comme ça. Ok, Je le voyais donc, plutôt comme ça. alors je le traduis de façon un peu caricaturale, hein, mais du coup, je mène ma petite vie tranquille, j'apprécie le parfum des fleurs. Bon, je vais quand même pas aller voler mon voisin, mais voilà. Ça, Mhm. ça va si je dis comme ça, en Ouais. caricaturant un peu, oui, ok. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui disent non, 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 objection à cette légèreté de l'être où tout le monde est convaincu par Mallory et Gaël, ou si quelqu'un a une objection. Alors, Blandine, vas-y, Blandine, objection. Alors, ça voudrait dire qu'on est en train de définir le sens et de lui donner une définition commune, mais c'est peut-être le Ah, chemin attends, pour y attends, attends, arriver. attends, non, attends. Là, Oui. Blandine, là, vraiment, entraîne-toi à suivre, hein, parce que là, on n'a pas défini le sens. On a plutôt dit, Gaëlle, est-ce que tu vois ce qu'elle a fait, Gaëlle? Elle a expliqué la légèreté. Ça, j'ai bien intégré. Ouais, Que mais du pour coup, donner du... parce que on s'est demandé, est-ce que la prise de conscience de la mort va nous aider à donner du sens? Et Gaëlle, elle n'a pas tout à fait répondu à cette question. Elle a remis en cause le présupposé de la question. Elle a dit, bah, en fait, la vie n'a pas de sens. T'es Je d'accord? pense avoir suivi. Ouais, ok. Alors, du coup, et là, si je te fais un petit résumé, du coup, si la vie n'a pas de sens, il y a une sorte d'absurdité de la vie qui, pour Gaëlle et pour Blandine, lui donne une forme de légèreté, d'insouciance. Et je profite des petits instants de la vie. J'ai pas besoin de me mettre la pression pour vouloir faire des grandes choses. De toute façon, tout ça, ça n'a pas grand sens. On en était là. Alors, là, je demandais, est-ce qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec cette vision? Alors, Est-ce que toi, tu as une objection à ça? bah, j'ai une objection si on reste focus sur la nature du sens. Ben, on va rester focus là, hein, parce que sinon, on va se perdre. Voilà. Donc, ça veut dire que si on s'obstine effectivement sur ce sens-là et moins sur peut-être les moyens d'y arriver, sur Attends, parce le que, chemin. mais là, si on reste focus, là, l'idée, c'est que, en fait, pour Gaël et Maloris, c'est que la vie n'a pas de sens. Alors, est-ce que toi, tu penses au contraire qu'elle a du sens? Il faut que je réfléchisse. Ok, bon. Euh, et tu vois, Blandine, est-ce que tu remarques un truc dans ton fonctionnement? Pierre, on te voit pas, tu peux pas mettre ta caméra? C'est pas possible pour moi ce soir. Ok. Est-ce que tu remarques un truc dans ton fonctionnement ou pas? Au-delà qu'il n'a pas de sens, mon Non, non, intervention n'a pas de sens. dans ton fonctionnement cognitif, là, est-ce que tu remarques quelque chose? Ou pas? Peut-être, mais je peux peut-être pas poser de mots, mais Alors, juste, est-ce que tu remarques quelque chose ou tu remarques pas? Juste oui ou non? euh,
Je m'étais pas posé la question jusqu'à maintenant, mais Oui, mais je te la pose. peut-être. Est-ce que tu Oui, oui, remarques oui. quelque chose dans ton fonctionnement, tu vois, quand je pose une question ou si tu remarques rien, tu te dis je remarque rien. Tu vois, là, justement, je fais un temps d'arrêt un peu mortel, mais pas définitif. Est-ce que tu remarques quelque chose ou pas? Sûrement. Alors, sûrement, ça veut dire oui, ça veut dire oui. Je vais pas pouvoir me prononcer là à la minute. Tu vois, là, justement, c'est ce temps d'arrêt. Hop, j'essaie d'observer un fonctionnement que j'ai, tu vois. C'est ça l'exercice aussi, introspectif. Hein, pour essayer de voir, tu vois, tout à l'heure, Hélène avait un petit côté têtu, là. Hein, et là, chacun est invité à regarder un fonctionnement qu'on peut avoir. Non, mais ça te plaît ou pas, là, Blandine? Si ça t'embête, tu me dis ça m'embête et j'arrête. Hein. C'est pas que ça m'embête, c'est que ouais, ça va sortir du cadre. Enfin, c'est pas que ça m'embête, c'est ni l'un ni l'autre. Ah bah alors, si ça t'embête pas, tu peux jouer le jeu. Alors, Mais je peux c'est jouer le juste... jeu de la surprise. Je suis surprise de cette question. Eh bien alors, si ça t'embête pas, et tu aimes les surprises? Ah oui, j'apprécie les surprises. Bon bah alors, super. Mais du coup, tu veux jouer le jeu ou pas? Alors, moi, je m'étais déjà écartée de la question. Bah, là, tu vois, on se perd. Est-ce que des fois tu perds les autres, là? Tu dialogues avec les autres et tu les perds. Ils savent plus où ils sont. Est-ce que Pendant un temps, oui, mais j'arrive Non, mais facilement juste, à... est-ce que parfois les autres te disent, ah, Blandine, je suis perdue? Bien sûr. Ils vont peut-être pas te le dire dans ces mots-là, hein? Non, non, mais on me le dit aussi, hein. Ok, On peut d'accord. le Bon, dire, bah, on peut ne pas le dire. Oui, oui, ça arrive dans les deux sens. voilà, mais tu réfléchiras à ça. Des fois, tu Mhm. perds les autres et après, tu pourras te demander pourquoi. Hein. Tu observes dans un dialogue avec quelqu'un, l'autre, tu l'as perdu. Tu te demanderas, mais pourquoi je le perds, tu vois, et ce travail introspectif. Ça va? Ça va très bien. Bon. Alors, et du coup, on en était où? On était à se demander, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec la vision de Gaël et de Mallory? La vie est absurde. Bah, du coup, profitons des petits moments, buvons notre tasse de café en regardant le coucher de soleil ou en respirant le parfum des fleurs et tout ira bien. Alors, qui n'est pas d'accord? Merzak. Je suis pas d'accord dans la mesure où, justement, on connaîtra pas la valeur de la chose jusqu'au moment où de la perdre. Donc, si quelque chose qu'on la possédera pour de bon, elle perdra sa valeur pour nous. On n'aura pas. Alors, Donc, la simplicité de la vie, comme elle a été présentée, prendre la vie simplement, c'est comme si qu'on l'a possédée pour de bon. oui. Si on est conscient qu'on va la perdre, on va la lui donner plus de valeur. Ah, attends, j'ai pas tout compris là. Hein. Là, qui comprend Merzak? Ah, ah, il y a Gaël. Gaël qui va traduire Merzak. Vas-y, Gaël. Alors, j'ai compris que Merzac disait qu'il n'était pas d'accord avec l'argument comme quoi la vie, profitons-en parce qu'elle est absurde, en gros, parce que justement, si on ne voit que la vie comme quelque chose de simple, on lui fait perdre, comme quelque chose de léger, de tout simple, on lui fait perdre de sa valeur qui est, parce que c'est quelque chose de plus profond que ça. Voilà, c'est l'objection de Merzac, hein, c'est ça? Alors, on va voir. Est-ce que c'est ça, Merzak? Est-ce que tu prends? Oui, mais je rajoute le fait de la perdre. Oui, Si on pas, la... oui, exact. Oui, Donc, c'est elle est quelque plus, chose. La vie, c'est pas juste un petit truc sympa. Voilà. là, C'est quelque elle a chose de. plus de valeur parce qu'on risque de la perdre. Exact, j'avais oublié ce. Et ça a de la valeur parce que je risque de le perdre. Donc, mais oui, mais alors, du coup, si je perds un petit truc sympa, c'est pas très grave. C'était ça l'idée de Gaël et de Hmm. Mallory. Je perds un petit truc sympa, bon, bah, tout va bien.
c'est pas grave. T'es d'accord, Merzak? Si je n'accorde pas beaucoup d'importance à cette vie un peu absurde, bah, je la perds, and so what, hein, c'est pas grave. Je sais pas, on m'a fait un cadeau un peu pourri, enfin, ou pas pourri, mais sympa, quoi. On m'a fait un cadeau sympa. Merci maman, merci papa. Un cadeau sympa, mais bon, ça casse pas des briques, votre truc, quoi. Hein. Je le perds, tout va, c'est pas grave. Ça, c'est vision légère. Non, mais du coup, alors moi, je vois pas en quoi ça donne une objection, ce que tu dis, Merzak. Je vais réfléchir. C'est pas l'idée de le perdre, l'idée de la perdre, c'est pas grave. Si on reste dans la logique de Gaël et Mallory, bon, je la perds, c'est pas grave. Donc pourquoi vivre? Pas la vivre, hein. Bah, je la vis, bah oui. Alors oui, ça, la question, c'est pourquoi je la vis. Je pourrais quasiment m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser, voilà, rapidement, parce que bon, c'est pas génial comme d'un cadeau pas super, quoi. Hein. Alors, donc toi, tu voudrais mettre plus de poids, c'est quand même un truc chouette, la vie, quoi. Bah oui, Ouais, ben oui, c'est super important. c'est super, c'est pas juste un petit truc sympa, quoi. C'est ça, Merzak? Bah oui, bien sûr. Ça a plus de valeur que ça. Donc toi, tu veux recharger. Hein. Alors, là, on a une sorte de problématique. Est-ce qu'il faut considérer que la vie est absurde et ça la rend légère ou que la vie a du sens mais en même temps, ça l'alourdit. Hein. Alors après, il y a peut-être plusieurs. Vous n'aurez pas tous la même vision et c'est pas grave, mais au moins on va creuser ces idées. Alors, du coup, qui serait plutôt d'accord avec Merzak que la vie, c'est quelque chose de plus que cette insouciance légère. Alors, donc, alors il y a Corinne. Vas-y, Corinne. Je défends l'argument de Merzac, mais je trouve que dans le sens ou la force qu'on donne dans la vie, la légèreté peut être, mais elle n'est pas exclue. On peut décider, par exemple, de donner une certaine force et une certaine orientation dans la vie, des valeurs, une certaine compréhension, etc. Mais la légèreté, ça peut être un des ingrédients dans notre système de valeurs. Ouais, alors, mais pour toi, la vie, c'est quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ça? Non, Non? Hein, donc là, c'est quelque chose qui a du sens. La vie a du oui, sens. oui. Bon, peut-être elle a du sens, mais on peut y mettre aussi de la légèreté, mais c'est quelque chose qui a du sens. La Ouais. légèreté n'est pas incompatible avec le sens. La légèreté n'est pas incompatible avec le sens. Hein, mais ok. Hein, donc elle a un sens plus profond que passer des bons moments. Oui, elle Des a une bons- orientation. Elle a une orientation. Hein, d'accord. Euh, et du coup, puisque on réfléchissait à la mort, est-ce que le fait d'être conscient de notre mortalité, est-ce que ça va permettre de donner cette orientation plus profonde? Oui, Oui, parce qu'on est conscient de sa finitude. La vie nous invite à en faire. En fait, on est invité à faire l'expérience de la vie. oui. Et du coup, comme on va vers l'expérience de la vie, on va en tirer une certaine compréhension, une essence, et on peut après décider de lui donner une orientation ou deux orientations, etc. Et donc, le sens est dans tout ça. Le Ok, sens, alors, ce n'est que ouais. l'équation de tout ce que, de l'expérience. Non, on n'en rajoute pas trop là. Il me Ok, semble qu'il y avait des très bien. concepts intéressants dans ce que tu as dit. Parce que Ok. tu vois, le problème, si tu en rajoutes, c'est que fioups, on va les perdre, les concepts. Et qui a entendu une idée intéressante ou un concept intéressant dans ce qu'a dit Corinne? Alors, Blandine, tiens, allez, vas-y, juste tu reprends deux mots, ni plus ni moins, de ce qu'a dit Corinne. Euh, par la gravité, effectivement, et la complexité de la vie, Ouais, t'as dit plus de deux mots là. Hein. on s'autorise à la rendre plus légère. Et t'as dit plus que deux mots. Et t'as pas repris tout à fait les mots de Corinne. Hein.
Est-ce que quelqu'un a entendu deux mots? Oui, vas-y, Merzak. L'orientation. Le- Donc, le- la mort le- donne un sens à la vie dans le sens où on oriente notre vie. Tu retiens le concept d'orientation. Oui. OK? Hein, vous voyez, quand on formule un argument, ce qui peut être intéressant pour soi-même, nous-mêmes qui le formulons, ou quand l'autre le formule, c'est autour de quel concept opératoire s'articule son argument. Hein, ça va donner de la rigueur, parce que sinon, c'est un discours qui s'effiloche, qui est pas clair. Hein. Donc là, essayez de vous-même, vous pouvez vous entraîner, parce que j'ai lu du coup, je ne sais pas si on aura le temps de reprendre ce que vous avez écrit, hein, mais il me semble que vous avez du mal avec ça. Prendre un concept opératoire, ouais, ça pourrait être un prochain exercice, vous formulez un argument et vous dites, c'est ça le concept opératoire de mon argument. Hein. Et ça donne beaucoup de clarté au propos. Hein. Et pareil, quand vous écoutez quelqu'un, autour de quoi s'articule le concept opératoire? Ou quand vous lisez un texte de philosophe, en principe, le philosophe, il structure comme ça son argumentation, en prenant des concepts. Hein. Alors, du coup, il y avait le concept d'orientation dans ce que tu as dit. Quelqu'un a entendu autre chose? Non? En tout cas, c'est l'orientation qu'on va donner qui va donner du sens à cette existence. Je vais choisir une orientation et pour ça, j'ai besoin d'être conscient que je suis mortel. Ouais, ok. Alors, moi, j'avais entendu dans ce que tu avais dit aussi, c'est l'idée d'expérience de la vie. La vie, c'est une expérience. Et il me semble que c'était un concept intéressant, le concept d'expérience. Oui, Et faut dans prendre l'expérience. il me semble que c'était intéressant parce que justement, ça objectait à l'idée un petit peu, comment dire, dans ce que proposaient Mallory et Gaël. C'était pas vraiment une expérience, quoi. C'était, voilà, je vis ça, mais on sentait pas l'idée d'expérience. Là, je vais explorer cette expérience. Il me semble que j'ai entendu ça dans ton propos. Hein. Mm. Et là, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être ça apporte peut-être un autre angle de vue par rapport à ce que disait Mallory ou Gaël. Hein. Donc, j'explore cette expérience qui m'est donnée de vivre. Alors là, le cadeau, waouh, le cadeau, je vais l'explorer, quoi. Hein. Je vais pas me contenter de le garder superficiellement. Hein. Je vais vraiment le déballer. Ok, donc et la prise de conscience de la mort. Alors pour toi, tu dirais que est-ce que la mort est absurde ou pas, Corinne? Non, non. Non? J'ai même du mal à comprendre absurde quand on le rapporte à la mort. Je Oui, comprends pas. absurde, bah, justement, qui n'aurait aucun sens, quoi. Hein. Euh, ça n'a pas, ce n'est pas absurde. C'est pas absurde. Pour toi, le fait de mourir, ça a du sens. Oui, c'est vital. Le fait de mourir, c'est vital. Oui, ça peut un petit C'est peu. pour moi. Euh, C'est pour Hélène. ben oui, c'est totalement en lien avec la vie. Les deux sont indissociables. Oui, les deux sont indissociables. D'ailleurs, dans le Donc c'est Phédon, pas absurde. Socrate n'arrête pas de montrer que les deux sont liés, en fait. Ah oui. C'est parce que Du j'ai coup, conscience. Mm. du coup, j'ai du mal avec absurdité puisqu'il y a une Oui, corrélation finalement entre la vie et la mort. oui. Mm. Donc c'est comme le yin et le yang. Les deux sont liés. Oui, Ce sont deux c'est- opposés qui marchent ensemble. ils sont Mm. totalement complémentaires. Ils sont complémentaires. Ok. Bon, alors, du coup, là, on a une vision. Tout à l'heure, on avait une vision absurde et légère. Et là, on a une vision qui n'est pas absurde, mais qui a du sens, avec l'idée d'une expérience qu'on va investir, mais qui peut malgré tout avoir de la légèreté. C'est pas nécessairement lourd, parce que l'idée du Hein. sens, est-ce que c'est lourd ou est-ce que ça peut être léger? Ça peut s'accompagner d'une forme de légèreté. Ok. Bon, alors les autres, là, il y a des personnes qui ont moins parlé.
Donc, alors, sur la conscience de la mort, et alors on pourrait se demander, ok, donc si on reste chez Corinne, ok, c'est important d'avoir conscience de la mort, mais c'est peut-être pas si facile d'avoir conscience de la mort. Et comment on fait pour avoir conscience de la mort? Daniel. La conscience de la mort arrive à partir de plusieurs éléments déclencheurs. Par exemple, le décès d'un proche. Le décès d'un proche. Ah oui, oui, Le décès d'un proche peut nous amener à réfléchir sur la mort. oui. Mhm. Une situation que l'on traverse, une mort manquée, par exemple, à travers un accident. Ok, donc À travers un accident, on se rend compte qu'on a raté la mort de justesse et puis on se met à réfléchir. Et qu'est-ce qui allait se passer? Donc, c'est comme ça la vie. qu'est-ce qui me fait prendre conscience de la mort? C'est l'expérience du deuil, l'expérience de... ça me permet d'en prendre conscience. Oui. Oui, Ok, donc à nouveau, c'est le concept d'expérience, hein, qui me fait rencontrer la mort. Bon, expérience qu'on fait tous plus ou moins rapidement ou plus ou moins gravement. Ok, mais donc voilà, mettons quelqu'un on peut vivre sans trop, enfin jusqu'à un certain âge du moins, sans trop la côtoyer. Mettons, je sais pas moi, une personne jeune qui meurt jeune et qui elle-même a peu côtoyé la mort. Ça peut arriver, je sais pas, vous mourrez à 15 ans, vous avez vu personne mourir autour de vous, et donc vous n'avez pas fait l'expérience de la mort. Est-ce que du coup cette personne-là, elle peut pas donner sens à sa vie ou est-ce qu'elle peut quand même donner sens même sans en faire l'expérience intime? Alors, oui, et Corinne? Il est difficile d'accepter qu'une personne meure à 15 ans, elle a quand même fait l'expérience de sa vie. Qu'elle ait 15 ans ou 80 ans, elle fait l'expérience de la vie. C'est encore une fois la Oui, temporalité oui. qui, Donc, avec lequel on n'est pas en paix, en fait. oui. Donc ce que tu dis, c'est pas nécessairement en avoir côtoyé de faire un deuil, mais c'est aussi l'expérience de la temporalité, c'est ça? Oui, Oui. quelqu'un qui vit 15 ans et quelqu'un qui vit 80 ans est tout aussi légitime. Mais ça, c'est... Oui, mais la question qu'on se posait, c'est comment je fais comment je prends conscience de la mort? Est-ce qu'il faut que j'en fasse l'expérience? C'était l'idée de Daniel. Donc, quand j'en fais l'expérience, que j'ai quelqu'un de proche qui meurt, ou que moi j'ai un accident et je passe à deux doigts de la mort, là, ça va me faire prendre conscience. Ou bien est-ce que je peux en prendre conscience alors que je ne connais pas ces expériences? C'est possible de ne pas les connaître. Évidemment, ça sera davantage possible quand on meurt jeune, parce qu'évidemment, plus on vieillit, plus on va la côtoyer, la mort. C'est pour ça que je donnais l'exemple d'une jeune personne. Mais du coup, alors Daniel, est-ce que tu aurais une réponse à ça? oui, des enfants sont souvent très intéressants quand vous allez m'excuser pour le bruit. Vas-y, parle fort dans ton micro et articule bien. Mhm. Je disais, les enfants sont souvent très intéressants dans les questions. Donc, un enfant intelligent peut se poser la question sur l'existence, comment est-ce qu'on arrive à vivre et qu'est-ce qui se passe après la mort. Et puis, ça le plonge dans des réflexions sur la mort, Oui, oui, dans l'angoisse existentielle. Oui, il y oui, a des enfants très intelligents qui arrivent à le faire. oui, oui, oui. Donc des enfants, je ne sais plus à partir de quel âge, mais les enfants commencent à prendre conscience de la mort. 5 ans. Oui, Ok. Hein, entre 4 et 5 ans. ouais, ils commencent à... Mm.
à comprendre. Voilà. Donc cette conscience de la mort, elle se fait par le questionnement. Comment est-ce qu'un enfant prend conscience de la mort? Est-ce que quelqu'un... Tu sais ça, toi, Corinne, qui est psychologue? Bah, déjà, l'environnement de l'enfant, les animaux. Oui, les animaux, ouais. Oui, oui. Donc même si on vit très peu, en fait, même un enfant, un petit enfant, il a déjà conscience à travers les Mm. animaux qu'il voit mourir. Oui. Mm. Donc, bon, bah, donc cette conscience de la mort, elle se fait tout naturellement, en fait. Rapidement. Elle se fait rapidement. Mm. Donc, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes, est-ce que ça se fait facilement, naturellement, ou est-ce que c'est plutôt difficile d'en prendre conscience qui va ensuite permettre de donner sens à sa vie? Est-ce que vous pensez, vous, que vous avez bien conscience de la mort, que vous êtes bien conscient et que du coup, waouh, ça donne sens à votre vie? Qui voit les choses comme ça, pour lui ou pour elle? Non, qui pense n'avoir pas trop conscience de la mort? Bah déjà, il y a Hélène, tout à l'heure, tu nous as dit, hein, même ça te faisait peur. Alors là, l'idée, c'est de montrer à Hélène, waouh, il faut en prendre. Qui pense n'en avoir pas trop conscience? Il y a Hélène, Merzac, Marie-Serge, ok, Mallory, Giuseppe, Corinne, Blandine et Daniel, vous avez bien conscience de la mort. Vous savez qu'elle est pas loin. Ah Ouais, oui, oui. ok, d'accord. Peut-être aussi, et les circonstances de la vie peuvent faire, je sais pas, moi, vous avez peut-être une maladie. Quand on a une maladie, on commence à se dire, waouh. Euh, Alors, et alors, oui, alors Marie-Serge, ouais, non, vas-y. pardon, je me suis trompée. Justement, je suis comme Hélène, j'ai pas conscience de la mort. Ah, Et t'as pas conscience de la mort. non, Ok. même si je l'ai frôlé déjà. Tu l'as frôlé, hein, ok. Et puis tu n'as plus 15 ans, hein, moi non plus. Donc, en principe, peut-être, est-ce qu'en vieillissant, on en prend plus conscience ou pas? Non, peut-être pas, hein. Je Ouais, peux me permettre. Je me oui. demande, mais je vois pas comment on peut pas avoir conscience de la mort. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est vivant, on va mourir, on le sait. À un moment Donc, donné, on le sait. on On le le sait sait, forcément. on le sait Donc, forcément. ouais. Et moi, la question, c'est pas tellement ça, je me dis, c'est la peur peut-être de la mort. Ça, c'est une autre Mm. question. Est-ce que j'ai peur Mm. ou pas de la mort? Ça, c'est une autre histoire. Mm. Bah, donc peut-être ce qui... Parce que si on en a conscience, on est tous bien conscients de ça, et que du coup, si on reste chez Corinne, c'est ça qui donne du sens à notre existence, eh bien, donc, bah, est-ce qu'on en prend facilement conscience et est-ce qu'on donne tous, est-ce que tous les humains sur cette planète, est-ce que vous pensez qu'en général, les humains donnent un beau sens, plein sens à leur existence, ou sur cette planète, c'est plutôt difficile, quoi, de donner du sens? Et qui pense, on va déjà voir ça, qui pense que pour un être humain, c'est pas évident de donner du sens à son existence. Et qu'en général, les êtres humains, ils rament avec ça. Ok, donc vous êtes tous d'accord, c'est pas facile de donner du sens à son existence. Mais on a dit que pour donner du sens à son existence, en tout cas c'était l'hypothèse de Corey, pour donner du sens, il faut être bien conscient qu'on est mortel. Donc ça voudrait dire, si tous les humains ont du mal à donner du sens à leur existence, c'est qu'ils ne sont pas si bien conscients que ça qu'ils sont mortels. Sinon, waouh, on verrait des humains se comporter de façon, de- peut-être d'une façon plus, je trouve pas le mot, d'une façon plus sensée, Exemplaire. quoi, plus sensée. On peut dire que les humains, particulièrement en ce moment, ont l'air d'avoir des comportements un peu insensés, les humains que nous sommes, hein. C'est un peu terrifiant tout ce qui se passe. Oui, Mais alors, du coup, euh, qu'est-ce qui empêche cette conscience de la mort alors? Merzac. Je pense qu'il faut toujours des rappels. Il nous faut toujours des rappels par l'expérience. Donc, il y a Ouais. toujours l'intervention de l'expérience pour nous rappeler de la mort. Voilà, peut-être il va nous faire une bonne guerre planétaire, là, des bombes nucléaires un peu partout, et waouh, on va faire comme après Le les... simple de perdre un proche, déjà, ça nous Ouais, rappelle de l'existence de la ouais, mort. ouais, ouais, ouais. Oui, bah oui, peut-être, hein, mais tu vois, les humains, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut établir des droits, il faut, voilà, plus jamais ça, et pof, ça recommence. Donc, oui, peut-être il faut.
qu'est-ce qui rend difficile? Alors, la conscience de la mort, en tout cas, toi, tu dis Merzac, ben, il nous faut des rappels. Donc, si mes proches Ah bon. peuvent mourir, là, ça va me faire des petits rappels. Ou si je peux avoir un petit cancer, ça va me... Ouf, bien. Oui, alors, Mallory? Bah, il faut en fait arriver à prendre le temps de s'arrêter Oui, pour questionner ce à quoi, les valeurs, par exemple, oui. ou pour faire des choix. Mm. Ok. Mhm. Comme on disait pour commencer, je m'arrête et je questionne. Ouais. Ouais. Mm. Et ça va peut-être m'aider à donner du sens. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. Mais dans la société, on a du mal, en fait, à s'arrêter parce que tout va de plus en plus vite Et oui, on a du mal à le faire. On est incité à ne pas le faire. à ne pas le faire, hein. Mais vous, là, hop, on prend un temps d'arrêt le mercredi soir, on s'arrête, on questionne, on arrête notre quotidien pour faire ça. Ouais. Ok. Giuseppe? Mais on peut avoir conscience de la mort et donner du sens à sa vie sans que ce soit bénéfique pour les autres. Si j'ai conscience de ma mort, peut-être que j'aurai envie de vivre que pour moi et de profiter un max et je m'en fous complètement des autres vu que j'ai qu'une seule vie. Autant faire ce que j'ai envie jusqu'au bout, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est encore une option qu'on n'a pas abordée, hein. Donc prendre conscience de ma mort, donner du sens à ma vie. En fait, oui, donner du sens à ma vie, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Hein, parce que là, on pourrait dire donner du sens à ma vie, c'est j'en profite un max, hein. Ah oui. Donc le plus de jouissance possible, ça, hein. Et bien manger, avoir une vie sexuelle, enfin tout ce qu'on met derrière tout ça, j'en profite à max. Hein. Bon, alors, ouais, pourquoi pas, c'est une option, hein. Si je sais que peut-être il y a des personnes, elles savent qu'elles vont mourir, je sais pas, elles ont une maladie, allez, j'en profite, je fais des voyages, je vais dans des bons restos. Hein. Ok. Alors, est-ce que c'est ça, donner du sens à sa vie, ou est-ce que ça vous va, ou pourquoi pas, hein? Tout à l'heure, on a examiné la vie légère, profiter des petits moments de la vie. Et là, au contraire, c'est pas juste profiter des petits moments de la vie, c'est jouir à fond, quoi. Donc, vision, comment on pourrait dire, matérialiste, quoi. Hein. Ok. Alors, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, Marie-Serge? Bah, euh, je- jouir de la vie peut être aussi faire de la philo. Ça peut être Ouais. Oui, ouais, oui, mais c'est moins c'est pas jouissif forcément que... profiter, c'est pas forcément profiter d'une vie de restaurant, de sexualité, de tantara. C'est aussi faire de la philo, faire des voilà. Ça aussi, c'est jouir de la vie. Regardez le, le luxe que c'est de prendre le temps de faire de la philo, le luxe qu'est notre mercredi soir. Oui, alors... mais quelle est qu'est-ce que c'est que cette jouissance? Parce qu'il y a peu de gens quand même. Il y a plein de gens qui sont convaincus que jouir de la vie, c'est d'aller au match de foot. Ouais, Ça non, mais remplit, ils ont trop écouté BFM TV, hein. C'est tout. ça remplit des stades entiers. Il y a Oui, des centaines de milliers de personnes. C'est ça, jouir de la vie, hein? Mais venir à un atelier philo, il y a déjà beaucoup moins de monde, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que jouir de la vie? ben oui, c'est ça. Enfin, pour moi, Oui, pourquoi philosopher serait davantage jouir de la vie que de manger, aller voir un match de foot, parce que nous donne une certaine plénitude. oui, Ça nous donne une certaine plénitude, alors que jouir de la vie dans la façon dont on parlait avant, ça crée du vide. ok. Donc là, Marie-Serge, elle oppose deux concepts pour la jouissance de la vie, ça va, vous les avez entendus? Ouais, qui peut les dire? Remplir sa vie et le vide. Voilà, plénitude.
Et Oui, Et vide. vide. c'est pas Ouais. exactement remplir, hein. Mais bon. Jouissance, c'est on remplit quelque chose. Dans la jouissance, on jouit de quelque chose, donc on s'approprie quelque chose. Mais On s'approprie la peut-être. jouissance intellectuelle, ça existe? Oui, alors attendez, là, on n'est pas, essaie de pas être dans la réaction. Non, Alors, c'est que je voyais l'heure qui passait, je croyais qu'elle allait nous dire qu'on allait arrêter. non, on arrête à 21h30, ça va? Ah, d'accord. D'accord. Ok. Ok. Oui? Oui. Voilà. Jouissons des dernières minutes. Bon, bah, c'est en même temps, c'est une jouissance qui est fatigante parce qu'il y a plein de gens qui sont fatigués. Normalement, Mm. vous êtes 16 inscrits à cet atelier. Et là, vous n'êtes pas 16. Il y en a plein qui sont ouf. Là, ils ont peut-être fait comme moi, ils ne pouvaient pas venir, non? Oui, oui, bah après, ils sont fatigués, ils ont plein d'excuses, hein. Mais donc, si c'était une jouissance comme d'aller au resto avec les copains, peut-être ils ne seraient pas fatigués, hein. Mais donc, alors, ouais, on en était à distinguer. Ah ben oui, ça bouge sur mon écran parce qu'il y a Daniel qui doit pas avoir une bonne connexion et qui a disparu. Donc, on était en train de distinguer. On a dit que, oui, on est parti de l'idée de Giuseppe. Prendre conscience de la mort, ça peut nous donner envie de jouir à fond de la vie, quoi. Hein. Mais jouir dans un sens matérialiste et sensuel. On peut le prendre comme ça. Hein. Et puis là, Marie-Serge, elle a une jouissance qui serait plus, enfin, qui serait pas matérialiste et sensuelle. Comment on peut la qualifier pour l'instant, on l'a pas fait. Euh, Intellectuelle et spirituelle. Intellectuelle et spirituelle. Ok. Et puisqu'on est parti sur le sens de la vie, alors oui, ensuite Marie-Serge a dit que une jouissance qui serait purement sensuelle et matérielle, euh, on est dans une sorte De ah oui, vide. de vide. Mm. C'est du vide. Et que, alors, bah, le vide et le plein, là, on a deux concepts on pourrait dire aussi qu'elle est pleine, cette vie est pleine, elle est pleine de jouissances, pleine de, on pourrait le voir comme ça. Mais toi, tu dis qu'elle est vide. Alors, c'est plein ou c'est vide, une vie pleine de Non, parce que jouissances? la plénitude, c'est pas le plein. La plénitude, c'est pas le plein. Ok. Non. Hein. Donc là, on distinguerait plénitude et plein. Ça vous va? Qui ne comprend pas ce que dit Marie-Serge, vous ne comprenez pas. Là, il faut oser dire qu'on ne comprend pas. Donc, tout le monde comprend ce que dit Marie-Serge, donc puisque tout le monde comprend, c'est quoi la différence entre la plénitude et le plein? Ben non, tout le monde peut répondre. Vas-y, Corinne. La plénitude, c'est un état et le plein, c'est un remplissage. C'est une action. Ok, Ça, j'aime. ça vous va? La Oui, plénitude, on est dans un état, et, J'arrive, hein. et le plein, on a rempli. Oui. oui, j'aime beaucoup. Ça te va? Ça te plaît? Voilà, ben, c'est ça la réflexion collective, hein. Ok, donc on a rempli de quoi, tu dirais, Corinne, quand on a rempli, on a rempli avec quoi en général? Ben, avec des manques, des besoins, Des choses. Ouais. des choses, oui, aussi. Oui, on peut remplir de choses, hein. Il y a des gens qui remplissent d'objets. On peut remplir. De besoins, de peur aussi. Ah oui. On Ouais, peut remplir, on peut compenser aussi. Ça peut être une forme de compensation. Remplir par compensation. remplir De par Euh, compensation. Par exemple, quelqu'un qui a peur de ne pas être reconnu. même plus simple que ça, quelqu'un qui peut pas accéder à la plénitude va remplir par compensation. Hmm. ah, Oui, alors il a peur de quelque chose et par compensation, il va. Ouais. Ben, Mm. par exemple, est-ce que tu prends ça, un manque de reconnaissance? Ben, par compensation, je vais chercher des likes sur les réseaux sociaux, par exemple. Par ah, exemple. Mm. Donc on peut remplir de likes, on peut remplir par compensation. Ok. Autre chose, on peut remplir. Gaël?
Ah, dans la plénitude, il n'y a pas besoin, il y a pas cette fuite en avant qu'il y a dans le plein. Il Ouais, n'y a pas, il y a Mm. pas ce besoin de fuite en ouais, avant. Donc, quoi que en fait, ouais. après, Dans quoi que dans ce quoi soit, hein, donc l'objet n'a pas d'importance, en fait. ouais, C'est la démarche de fuite en la avant démarche. Ouais, qui s'oppose à la plénitude où on n'a pas besoin, puisque il y a déjà la sérénité qui est là. Enfin, ouais. Donc c'est le rapport à ce qu'on cherche à posséder, quoi, qui est problématique dans le oui, remplissage, y Oui, c'est ça. compris dans les connaissances d'ailleurs. Il y a des gens qui oui, remplissent de connaissances, hein. Mhm. Mm. On peut remplir, il y a des gens qui vont sortir tout ce qu'ils savent ou qui vont lire tous les livres, voir tous les films, toutes les expos. Ouais, Giuseppe, tu voulais ajouter autre Ah, chose? bah, juste pour dire que ça me parle beaucoup. Enfin, Oui, je sais pas si c'est donc je suis plus soi, comme on dit, plus soi. Et oui, je trouve c'est que cette explication elle est ça te claire. parle. Ah oui, 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 j'ai même l'impression que c'est même un des signes de notre temps. Euh, De remplir. oui, on remplit et on fait, et même, je veux dire, on nous pousse à remplir en fait, même que ce soit dans la consommation compulsive pour certains, pour laquelle on n'arrive pas à échapper, mais aussi pour dans cette, on avait parlé la fois passée de la réalisation de soi là. Dans les méthodes de réalisation de soi, il y a aussi une forme de remplissage. Oui, Mais bien, il y a un auteur, juste une anecdote que je vais me taire, qui a écrit un bouquin qui m'a fait rire. C'était Comment réussir sa vie du premier coup. C'était vraiment une manière de faire un petit clin d'œil ironique aux pourfendeurs de bonheur. Parce que c'est ça aussi, on nous vend du bonheur, alors que c'est pas ça le oui, bonheur. oui, oui. Et il faut remplir sa vie de bonheur aussi, hein, mm, Ouais, on peut pas voilà. être triste. Donc voilà, remplir de choses censées être positives. Ouais. Hein, donc ce Ouais. côté remplissage, alors ce que disait Gaël, c'est le côté fuite en avant, hein, c'est ça? Gaël, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, puis c'est aussi fuir le vide qu'on a en soi Oui, mm, dans dans ce remplissage. Parce que, enfin, à un moment donné, on prend conscience qu'on a du vide en soi. Enfin, je sais pas oui, si on accepte qu'on a ce vide en soi. Enfin, je- oui. et Donc, en fait, c'est aussi de là que vient la plénitude, c'est d'accepter le vide qu'on a en soi. oui, Alors que si on le est dans le plein, on essaye de combler ce vide qui est impossible à combler puisqu'il est, je sais pas, c'est notre insignifiance. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais si c'est notre insignifiance parce que voilà, parce qu'on est mortel. Enfin, et à un moment donné, si on l'accepte pas, on le remplit, alors que de toute façon, il est impossible à remplir il est, euh, il est structurel en fait. oui. Je sais pas si, Ouais. je sais pas si je suis claire. Oui, c'est le. Je crois que c'est dans le Gorgias. Socrate, il échange avec un personnage qui s'appelle Calliclès. ah oui. Et Calliclès, il dit qu'il veut jouer. Ben, c'est exactement ce que tu dis, Giuseppe. Il veut jouir à fond de la vie, quoi. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes avec tes sornettes, Socrate, qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Il dit, moi j'en ai rien à foutre. Commettre l'injustice, ça me pose aucun problème pourvu que je jouisse, en fait. Et il dit, c'est ça, vivre. Et Socrate lui répond, mais là, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est qu'on remplit sans cesse, mais c'est un tonneau qui est percé, en fait. Donc tu le remplis sans fond. Ouais, ça fait penser un peu à ce que tu dis, Gaël. C'est infini, en fait. Donc c'est sans fin. Alors que... Et puis là, tu deviens, ce que dit Socrate, tu deviens esclave, en fait, de tes passions. Tu es soumis à cette... il y a l'idée de... Ouais, c'est ça, de soumission. Tu es passif, tu n'es pas actif, en fait, quand tu fais ça. Ce remplissage, il est subi, d'une certaine manière. Mm, Alors que Socrate va plutôt, justement, être dans l'idée de... Effectivement, d'un vide, puisque c'est apprendre à mourir, c'est apprendre à faire un vide, à accepter ce vide, pour ne pas le subir. Ok, donc ça te va, Giuseppe? Ouais, ouais, ok. Et ouais, autre chose pour distinguer
ce remplissage et cette plénitude, remplissage d'un côté, plénitude de l'autre? Est-ce que vous avez d'autres... Donc là, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est ce qu'on appelle une distinction conceptuelle. On prend deux concepts et puis on les compare, on les... Alors, assez souvent, c'est par opposition, c'est parfois pour en valoriser un et pour en dévaloriser un autre, mais parfois on peut le faire sans, juste pour les distinguer, sans valeur derrière. Mais comme tout à l'heure, bah, j'ai fait un peu la même chose en distinguant le concept de détachement et d'indifférence. Mais Oui. je l'ai fait aussi en valorisant l'un et en dévalorisant l'autre. Voilà, mais après, on pourrait s'entraîner sans nécessairement dévaloriser, juste comparer. Et on va comparer en général parfois des concepts qui sont assez proches, hein. Parce que justement, on peut les mélanger. Là, on pourrait mélanger plénitude et remplissage, puisque le plein et le remplissage, ça peut se ressembler a priori. Mais on voit que c'est différent avec tous les arguments qu'on a donnés. Est-ce que vous voyez autre chose pour distinguer ces concepts? Oui, Corinne? Tu parlais de subir, c'est un concept. Peut-être que le rapport entre la vie et la mort, c'est le fait d'avoir le sentiment de subir un inéluctable. On ne pourra pas le changer. Oui, Alors qu'on peut très bien ne pas subir notre vie et lui donner le sens et le fait d'être acteur de sa vie, oui, ok, peut-être. Mm. oui. Oui, mais alors là, du coup, tu es parti sur autre chose. Là, tu plus dans Oui, le remplissage et la plénitude. effectivement. Oui, ok. Voilà, Mm. j'étais sur autre chose. Là aussi, vous voyez, Oui. l'idée en menant l'atelier ou quand on réfléchit, c'est essayer de garder une direction pour approfondir, Mhm. hein, parce que souvent, notre esprit, on part dans tous les sens, hein, voilà. Et donc là, on va travailler ce qu'on pourrait dire vectoriser sa pensée. J'ai une question et je cherche des arguments qui vont répondre à cette question, où je suis en train d'opérer une distinction, je vais rester dans le fil, hein, parce que sinon on passe d'une idée à l'autre et on perd en profondeur. Alors, autre chose du coup sur plénitude et remplissage, est-ce que vous avez d'autres idées? Oui, Merzak? Le choix. Plénitude, on choisit avec quoi on remplit le remplissage, c'est Hmm, sans choix, sans choisir, oui, sans choisir. oui, ok, hein, c'est Mm. intéressant, hein. Dans la plénitude, je choisis, je suis acteur du coup, ou actrice. Ouais. Alors que quand je jouis au maximum de la vie, en général, je choisis pas vraiment. Hein, c'est ce que dirait Spinoza. Il dit, je me crois libre, mais je suis inconscient des causes qui me déterminent. Donc je me crois libre quand je regarde la télé toute la journée, ou que je m'achète le nouvel iPhone. Je me crois libre, mais je suis inconscient des causes qui me déterminent à faire ce que je fais. Donc là, la liberté chez Spinoza aussi, c'est arrête-toi et prends conscience des causes qui te déterminent à faire ce que tu fais. Mais ce temps d'arrêt, c'est un temps, voilà, à nouveau, je ne sais pas si c'est mortel, mais stop, quoi. Et arrête le flux, qui n'est pas facile, parce que justement, cet iPhone, j'ai tellement envie de me l'acheter, quoi. Et c'est pas facile de dire non, stop, je m'arrête, ou ce verre de vin supplémentaire, j'ai tellement envie de le boire, quoi. Ou toutes sortes d'exemples comme ça, hein, dans toutes ces jouissances matérielles. Et là, non, arrête-toi. Et si tu t'arrêtes, là, tu vas pouvoir choisir, mais sinon, tu subis. Ok. Autre chose, donc le concept de choix qui marcherait avec la plénitude, mais qui ne marche pas avec le remplissage. Hein. Est-ce que vous avez d'autres dans notre distinction? Non, on a fait le tour. Ok, bien, bah, écoutez, alors, sur le... qui veut nous faire une synthèse, là, des idées qu'il a retenues?
Ça aussi, c'est un exercice Oui, dans les compétences philosophiques, Ben, c'est ouais. apprendre à savoir faire une synthèse de ce qui a Mm. été dit, ce qui va donner de la structure à notre réflexion. Sinon, pfiou, ça part. Ouais. Est-ce que quelqu'un saurait faire une petite synthèse? Enfin, une synthèse de Bah, tout ce qu'on a dit dans voilà. l'atelier Alors, ou au moins, si vous pouvez pas faire une synthèse, au moins une ou deux idées que vous retenez. Gaël? Bah, en fait, on a développé plusieurs oppositions, celle entre se sentir vivant et donner du sens à sa vie, celle entre bah, l'absurdité légère de la vie et la vie lourde qu'a du sens, qui a été ensuite c'est Corinne qui a réopposé le fait que, en fait, le fait d'être dans une exploration, une expérience de vivre, ça permettait de dépasser l'opposition en remettant de la légèreté dans le sens de la vie. Et ensuite, ça a été encore redépassé par cette opposition entre le plein et la plénitude. Voilà, en gros, moi, ce que j'ai retenu. Ok, super, belle synthèse. Hein. Voilà, belle capacité de synthèse. Voilà. Synthétiser, on pourrait dire, il y a quelque chose d'un peu mortel aussi. C'est que tu vas à l'essentiel, quoi. T'enlèves cette Mm. capacité, comme dans la conceptualisation, je vais à l'essentiel. Et c'est pas facile parce que quand on est justement, ce qui est vivant, c'est divers, c'est mélangé, et donc là, il y a ce travail, je vais à l'essentiel, je vais au squelette, quoi. Et voilà, ça fait partie des compétences philosophiques aussi de savoir synthétiser, conceptualiser. Et qui peut être, quand on lit les dialogues de Platon, Socrate parfois il demande ça, et parfois il demande même juste un oui, juste un non. Et il y a quelque chose de très ascétique, quoi. On enlève tout ce qui déborde. Mais ce qui va permettre d'aller en profondeur. Alors après, il y a un autre exercice, c'est l'analyse. Au contraire, là, on va développer. Hein. Donc, il faut savoir synthétiser, aller à l'essentiel et développer par un questionnement rigoureux. Et Ok. souvent, si on a une des compétences, on a plus de mal à l'avoir l'autre aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, Il y a des personnes qui sont très, très synthétiques. Alors, du ouais, coup, moi, je sais que c'est mon cas avec l'avantage, c'est que c'est clair, c'est très clair. Et ouais, parfois, ça manque un peu de. de Vas-y, développe, profondeur. quoi. Puis il y a des personnes, au contraire, qui développent beaucoup, mais qui nous perdent parce que, elles ont du mal à synthétiser. Donc là, c'est vrai, hein, il y a des tendances comme ça. Chacun peut prendre conscience de la sienne et puis travailler aussi dans l'autre sens. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir à chaque fois tous nos comportements, toutes nos attitudes ont du sens, mais il y a un moment où ça bascule dans quelque chose de problématique, quoi. Et c'est de ça que la consultation philosophique, elle va aider à prendre conscience du moment où je bascule dans quelque chose qui devient problématique. Par exemple, vouloir défendre son idée, c'est super. Hein. Et il y a un moment où je m'entête, où je deviens têtu, et c'est ce moment-là qu'il faut que je sois capable de voir. À l'inverse, être souple, à l'écoute de tout le monde, c'est super, mais il y a un moment, je deviens une vraie girouette, je suis incapable de me positionner. Donc là, l'idée, c'est on prend conscience de fonctionnement et du point où il pose problème. Et si j'en prends conscience, eh ben, je peux expérimenter justement, ne pas me laisser piéger par mes propres fonctionnements. Ok, bien. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, des commentaires? Et si vous avez... vous pourrez me faire un retour écrit ou pourquoi pas dans le groupe WhatsApp. Je ne sais pas qui suit le groupe WhatsApp ou est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ne le suivent pas plutôt? Parce que j'ai vu pas mal de personnes intervenir. Non, tout le monde le suit. Giuseppe, t'es pas intervenu, mais tu le suis? Oui, mais ouais, Ouais. non, non, je ne suis pas. En fait, je vois plein de trucs défiler, En je ne fait, suis pas dessus. voilà, après, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pas tout lu non plus, Il y a mais, du plein, un peu. Et à oui, toi? Je n'ai pas entendu quand même. il est un peu plein, mais voilà. Ok, ben, voilà, si vous voulez faire
un retour, c'est des conseils aussi à me donner. Tiens, Laurence, tu devrais faire ça, ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à m'écrire. Ok. Bah, à une Et il y prochaine. aurait à une prochaine. En Eh tout cas, ben, merci, vraiment. ben, C'était Ouais, une merci, c'était. belle Mm. expérience. ouais, merci à vous Ouais. pour vos idées. Oui, et puis du coup, Blandine, là, on t'a plus entendu. Je suis là, j'écoute, T'es là. Ok. j'expérimente ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que Ok, on peut travailler d'accord. l'autre versant de soi-même. Ça marche. Ok, très bien. Eh ben, bonne soirée. À Mm. une prochaine. Au Ouais. revoir. Ouais, Merci au revoir. beaucoup. Merci Au revoir. Laurent, merci à Belle vous. Au revoir. expérience. Au Merci. Au revoir à revoir. tous. Salut Daniel.